Chaque geste doux, chaque excuse maladroite, chaque moment de loyauté découlait de cette idée simple. Hors caméra, la robustesse de Blocker se révélait de manières inattendues. Lors d'une session de tournage, il a été violemment jeté d'un cheval et s'est fracturé la clavicule. Au lieu de se rendre à l'hôpital, il a fait quelque chose presque incroyable. Il a remis l'os en place lui-même, puis il est remonté et a terminé la scène. Ce n'est qu'après qu'il a pris du temps pour récupérer. L'ironie, c'est que pendant sa récupération, il a pris du poids, et quand il est retourné sur le plateau, le même cheval qu'il avait jeté ne pouvait plus le porter. C'était un exemple parfait de la détermination tranquille de Blocker. Il ne parlait pas beaucoup d'être un vétéran de la guerre de Corée, mais il avait été décoré pour son service. La guerre l'a changé de manière durable, surtout en ce qui concerne les armes. Bien que Bonanza soit construit autour de fusillades, de hors-la-loi et de justice frontalière, Blocker détestait personnellement les armes à feu. Il a ouvertement dit que bien qu'ils doivent porter une arme à la télévision, il ne voulait rien avoir avec elle dans la vraie vie. Sa haine des armes a commencé une nuit terrifiante en Corée, assis sur une montagne, réalisant à quel point un être humain devient impuissant quand quelqu'un d'autre tient une arme. Ce moment a brisé toute illusion d'invincibilité qu'il avait autrefois. Avant la guerre, il aimait chasser. Après la guerre, il ne possédait aucune arme. Il n'autorisait même pas ses fils à aller chasser. Pour Blocker, tirer sur des animaux pour le sport n'avait pas de sens. Il croyait que tant que les animaux ne pouvaient pas être entraînés à tirer en retour, appeler cela un sport était malhonnête. Sa position était ferme, réfléchie et profondément personnelle. Cela créait un contraste intéressant. À l'écran, Oz atteignait parfois son holster. Hors écran, l'homme qui le jouait rejetait la violence comme solution. Sur le plateau de Bonanza, Blocker a trouvé quelque chose de rare à Hollywood, une véritable famille. Il s'est particulièrement rapproché de Lorne Greene et Michael Landon. Au premier jour de la série, quand j'essayais de trouver ce personnage et que je travaillais vraiment dessus, Landon, encore jeune à l'époque, avait déjà des opinions fortes sur le storytelling, la direction des personnages et la direction que l'émission devrait prendre. Il pouvait être têtu, il pouvait argumenter avec les producteurs et les dirigeants du réseau. Certains le trouvaient difficile, mais Blocker voyait autre chose, de la passion. Landon se souciait profondément de l'émission et de ses personnages, et avec le temps, cette intensité a aidé à façonner Bonanza en quelque chose de plus fort. La distribution passait d'énormes quantités de temps ensemble, souvent du matin tôt jusqu'au soir tard, 5 jours par semaine, et ils choisissaient encore de socialiser en dehors du travail. Leur lien était si profond que Blocker a servi de témoin au mariage de Michael Landon avec Lynn Noé. Bien que Bonanza domine son emploi du temps, Blocker a réussi à apparaître dans quelques films, dont Come Blow Your Horn et Lady in Cement, tous deux aux côtés de Frank Sinatra. Pourtant, la télévision était sa maison, et Oz était son héritage. Malgré sa gloire, Blocker n'a jamais oublié d'où il venait. « Garçon, quand est-ce la dernière fois que tu étais au Texas ?»« Oh, environ... J'étais à Dallas il y a environ 1 mois. Oh, si récemment. Oui. » Il a déménagé ses parents en Californie pour être plus proche de lui, mais sa ville natale d'O'Donnell, au Texas, n'a jamais cessé de le revendiquer comme l'un des leurs. Les gens là-bas souriaient au souvenir du garçon tranquille et studieux qui avait toujours un livre à la main. Pour eux, c'était presque surréaliste de regarder ce même gamin chevaucher à travers la Ponderosa chaque dimanche soir, rayonnant dans des millions de salons. Au final, Dan Blocker a fait quelque chose de rare. Il a créé un personnage qui semblait intemporel. Oz Cartwright n'était pas juste un acolyte, il n'était pas juste un soulagement comique, il était un symbole de décence dans un monde rude et tumultueux. Et derrière ce symbole se tenait un homme qui croyait vraiment dans la gentillesse, qui comprenait la souffrance et qui choisissait la douceur quand même. La star qui détestait la célébrité. Au milieu des années 1960, Dan Blocker avait atteint un endroit dont la plupart des acteurs ne font que rêver. Les fans l'adoraient, les autres interprètes le respectaient. Les enfants regardaient Oz Cartwright et voyaient quelqu'un qu'ils voulaient devenir en grandissant. Pourtant, dans un twist qui semble presque poétique, Blocker lui-même avait très peu d'intérêt pour la gloire. Il aimait jouer, il aimait performer, il aimait l'art. Ce qu'il n'aimait pas, c'était être reconnu. Blocker et sa femme Dolphia Parker ont pris une décision consciente de vivre tranquillement. Tandis que d'autres stars de télévision achetaient des domaines somptueux à Beverly Hills ou organisaient des fêtes glamour, les Blocker ont choisi une modeste maison de 4 chambres et 3 bâtiments dans Northridge, un quartier tranquille à environ 20 miles des studios Paramount.
C'était confortable, convenable et loin de l'éclat d'Hollywood. Parce que pour Dan Blocker, jouer était un travail. Il ne poursuivait pas la célébrité. Il n'essayait pas de devenir une icône de célébrité. Il travaillait pour soutenir sa famille et faire quelque chose qu'il aimait vraiment. L'attention massive qui venait avec le rôle de Oz Cartwright lui semblait étrange, presque inconfortable. Il semblait souvent sincèrement perplexe que millions de personnes se soucient si grandement d'un cow-boy fictif qu'il jouait à la télévision. Cet inconfort n'a fait que grandir alors que la popularité de Bonanza explosait. Des inconnus l'arrêtaient en public, certains lui attrapaient le bras, d'autres le serraient dans les bras sans demander. Beaucoup voulaient des autographes, la plupart étaient bien intentionnés, mais Blocker luttait avec cette proximité physique constante. Il n'aimait pas être touché par des gens qu'il ne connaissait pas. Il valorisait l'espace personnel, il valorisait la privacy. Et la privacy, une fois perdue, est presque impossible à récupérer. La partie la plus dure, c'était ce que la gloire faisait à sa vie familiale. Blocker et Parker ont 4 enfants, et Dan voulait désespérément qu'ils grandissent se sentant normaux. Mais même quelque chose d'aussi simple que d'emmener les enfants manger une glace pouvait se transformer en événement public. Les fans de tous âges se rassemblaient autour, les enfants regardaient fixement, les parents pointaient du doigt, les conversations s'interrompaient. Le moment familial tranquille qu'il espérait disparaissait lentement. Il comprenait l'admiration, mais cela ne signifiait pas qu'il appréciait les conséquences. Plus tard, il a enseigné en 6e année au Nouveau-Mexique. Chaque déménagement le poussait un peu plus à l'ouest, pas à pas, le guidant discrètement vers la vie qu'il était destiné à vivre. La plus grande star incomprise d'Hollywood. Dan Blocker s'est installé dans la vie conjugale avec la même stabilité qu'il apportait à tout le reste. Il aimait être enseignant, aimait être entouré d'enfants et prenait un réel plaisir à partager sa passion pour le jeu d'acteur et la langue avec eux. Il est facile d'imaginer qu'il a changé des vies en chemin, sans même le savoir. Les gens qui le connaissaient semblaient tous d'accord sur une chose, Dan avait un grand cœur. Il pouvait être colérique par moments, mais il était tout aussi rapide à s'excuser et à admettre quand il avait tort. Quand il a déménagé sa famille en Californie, ce n'était pas pour poursuivre la gloire ou absorber l'attention. Le plan était simple et pratique. Dan s'est inscrit à l'UCLA pour travailler sur un doctorat en art dramatique et il a continué à enseigner pendant ses études. Le jeu d'acteur était toujours quelque chose qu'il aimait, mais ce n'était pas encore le centre de sa vie. Cela a commencé à changer au milieu des années 1950 quand il a commencé à auditionner pour des rôles à la télévision pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Les westerns étaient partout à l'époque, et sa taille et sa présence le rendaient naturellement adapté. Il a décroché de petits rôles les uns après les autres, construisant lentement son expérience devant la caméra. À cette époque, Stanley Kubrick a même essayé de le caster dans Dr. Folamour, après que Peter Sellers s'est retiré du rôle du major T.J. King Kong, mais l'agent de Blocker a refusé le script et le rôle est finalement allé à Slim Pickens. C'était l'une de ces occasions manquées qui n'a de sens qu'avec le recul. En 1957, Blocker est apparu dans un court-métrage des Trois Stooges appelé Outer Space Jetters, jouant un personnage connu sous le nom de The Goon, crédité sous le nom de Don Blocker. Cette même année, il est apparu en tant que barman dans un épisode de The Sheriff of Cochise. Quelque chose a cliqué. Être de retour sur le plateau, se glisser dans différents personnages, lui rappelait à quel point il aimait jouer. À partir de là, le travail a commencé à arriver régulièrement. Il est apparu dans des émissions populaires comme Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun Will Travel et Maverick, où il a même pu montrer son timing comique naturel. En 1958, il a fait une apparition dans Zorro de Walt Disney et a décroché un rôle régulier dans une série de courte durée appelée Cimarron City. L'émission n'a pas duré longtemps et à l'époque cela a probablement semblé être un autre revers. Mais en réalité, c'était la pause dont il avait besoin sans le savoir. Son annulation l'a laissé libre de prendre le rôle qui définira sa vie. Quand le producteur David Dortort l'a choisi pour jouer Oz Cartwright dans Bonanza, tout a changé. Dan a mis ses études doctorales en pause et est devenu acteur à temps plein, principalement parce que le rôle exigeait tout ce qu'il avait. Et cela en valait la peine. Si Little Joe était le séducteur de l'émission, Oz en était le battement de cœur, le centre émotionnel, l'âme stable qui tenait la famille Cartwright ensemble. Ce qui est surprenant, c'est que Bonanza n'a pas été un succès instantané. Quand elle a été diffusée pour la première fois, les audiences étaient si basses que NBC a sérieusement envisagé de l'annuler après une seule saison. Une partie du problème était son créneau horaire du samedi soir où elle devait concurrencer Perry Mason. Pendant sa première année, l'émission n'a même pas craqué le top 30. Mais le réseau y croyait. Ils ont déplacé Bonanza au dimanche soir à 21h. Et c'est là que tout a enfin cliqué.
L'audience a grandi, les audiences sont grimpées et l'émission a commencé la longue route qui s'étendrait finalement sur 13 saisons supplémentaires. Chevrolet est devenu sponsor, ce qui a donné un autre grand coup de pouce aux audiences en saison 2. Même ainsi, l'émission a failli disparaître avant d'avoir une chance de réussir, principalement parce qu'elle était coûteuse à produire. Le dirigeant NBC Thomas Sarnoff a plus tard révélé que le réseau à New York avait prévu d'annuler l'émission après les 13 premiers épisodes parce qu'elle avait dépassé le budget. Filmer Bonanza en couleur coûtait environ 15 000 $ par épisode cette première année, une somme énorme à l'époque. Sarnoff est intervenu et a promis qu'il pouvait maintenir la production dans le budget, et il l'a fait. Avec ça, Bonanza a survécu et a ensuite explosé, devenant l'une des émissions les plus aimées de l'histoire de la télévision, avec Oscar Cartwright de Dan Blocker en plein centre. Dès que l'Amérique a mis en place Oscar Cartwright dans Bonanza, quelque chose a cliqué. Voici cet homme imposant, 6 pieds 4, plus de 300 livres, qui ressemblait à quelqu'un sorti tout droit d'une légende. Pourtant, au lieu d'être une brute effrayante, Os était doux, maladroit, funny et infiniment gentil. Il trébuchait sur ses mots, il tombait dans les ennuis, il portait son cœur sur la manche et les téléspectateurs sont instantanément tombés en amour. Le surnom Os lui-même était un jeu de mots plaisant sur le mot horse, une façon folklorique de dire grand comme un cheval. Cela convenait parfaitement. Mais ce qui révèlement scellait l'affaire était à quel point Dan Blocker disparaissait complètement dans le rôle. Pour millions de fans, Oscar Cartwright ne ressemblait pas à un personnage, il ressemblait à une vraie personne. Et c'est là que commence la grande contradiction. Parce que dans la vraie vie, Dan Blocker n'était rien comme le rancher lent et simple d'esprit qui l'incarnait. Il était hautement éduqué, détenant un diplôme de master en théâtre. Avant que sa carrière d'acteur ne décolle, il avait travaillé comme enseignant. Il était réfléchi, bien lu, déreligieusement religieux en tant que méthodiste libre et politiquement progressiste. Il soutenait des causes libérales et a même soutenu Eugene McCarthy. L'homme en coulisses était vif, réfléchi et intellectuellement curieux. Pourtant, malgré leurs différences, Blocker et Os partageaient une énorme similitude, un puissant sens de compassion. Blocker croyait profondément à la gentillesse, la fairness et le fait de se lever pour ce qui est juste. Cette philosophie est devenue l'épine dorsale émotionnelle de Oscar Cartwright. Au début de diffusion de Bonanza, Blocker luttait avec la profondeur à laquelle il s'enfonçait dans le rôle. Comme il l'a admis plus tard, pendant les premières saisons, il sentait souvent que Os et lui étaient la même personne. Il passait tellement de temps à construire le personnage, à l'étudier et à essayer de comprendre comment il pensait que les lignes commençaient à se flouter. Ce n'est que vers la 5e saison que Blocker s'est finalement senti assez confiant de se séparer de Os. Une fois foulé et compris qui était Os, il pouvait endosser le personnage chaque matin et le quitter chaque soir, le laissant derrière lui sur le plateau. Pourtant, Os n'a jamais cessé de vivre quelque part en lui. Blocker gardait souvent à l'esprit une citation du missionnaire Quaker du XVIIIe siècle, Stephen Grellet. S'il y a de la compassion à montrer ou du bien à faire, cela devrait être fait maintenant, parce que nous ne passons qu'ici qu'une fois. Cette philosophie est devenue l'épine dorsale émotionnelle de Oscar Cartwright. Les seules personnes que je connais qui ne le sont pas sont des gens malheureux dans la vie et une grande déception. Au sommet de son succès, Dan Blocker avait tout ce que la plupart des acteurs passent une vie entière à poursuivre. La stabilité, le respect et un rôle qui le faisait se sentir permanent. C'est ce qui rend la fin si choquante. Il n'y avait pas d'accumulation qui semblait dangereuse, pas de moment qui criait la tragédie à venir, juste un sentiment que les choses reviendraient bientôt à la normale. Elles ne l'ont jamais fait. Ce qui a suivi a été soudain, dévastateur et a laissé derrière un silence qui s'est amplifié avec le temps. Dolphia Blocker aurait pu devenir le visage public du deuil. Au lieu de cela, elle a choisi quelque chose de bien plus rare, la disparition. Son refus de participer au récit a transformé leur dernier chapitre en l'une des tragédies les plus silencieuses d'Hollywood. Un géant élevé dans des temps difficiles, Little Joe pouvait conquérir les gens avec son charme, son humour et son beau visage. Mais c'était Os qui capturait vraiment les cœurs. Le grand, timide, légèrement naïf, mais infiniment aimable frère Cartwright avait quelque chose de spécial. Il y avait une douceur en lui, une humidité et une innocence mélangées à ce charme de chiot qui le rendait impossible à ne pas aimer. Et cet esprit venait directement de l'homme qui l'incarnait. Dan Blocker est entré dans le monde déjà plus grand que nature. Né le 10 décembre 1928 à DeKalb, au Texas, il pesait un incroyable 14 livres. À ce jour, il détient toujours le record du plus gros bébé jamais né dans le comté de Bowie. D'une certaine manière, sa vie a commencé comme une histoire que les gens ne pouvaient s'empêcher de raconter, et ce thème n'a jamais vraiment disparu.
Quand il était encore jeune, ses parents, Ora Shack Blocker et Mary Arizona Blocker, ont déménagé la famille dans la petite ville d'O'Donnell, à environ 40 miles au sud de Lubbock. Shack avait été fermier, mais après avoir tout perdu pendant la Grande Dépression, il a rassemblé assez d'argent pour ouvrir une épicerie. La famille vivait dans des pièces derrière le magasin et Dan aidait comme il pouvait, transportant souvent les courses jusqu'aux voitures des clients. Shack plaisantait avec ses amis en disant qu'il devrait les payer pour embaucher Dan parce que le garçon était si grand qu'il cassait constamment des choses dans le magasin. Ce que personne ne réalisait à l'époque, c'est que sa taille deviendrait un jour son plus grand atout. O'Donnell était minuscule avec une population d'environ 800 personnes, entourée de vastes terres de ranch. Les samedis soirs étaient le grand événement, et bizarrement, le divertissement impliquait souvent Dan lui-même. Le mot se répandait, si quelqu'un voulait tester sa force, Dan serait là. Il bloquait une partie de Main Street et il affrontait quiconque était assez courageux pour se présenter. Selon Blocker, il n'a jamais perdu un combat. Même adolescent, il pesait environ 275 livres à peu près et il savait exactement de quoi il était capable. Il était si confiant en sa force qu'il a un jour affirmé qu'il pourrait battre le champion des poids lourds Floyd Patterson s'il avait juste quelques mois pour s'entraîner et perdre un peu de poids en trop. Cette confiance n'était pas que des paroles. À 13 ans, il a rejoint le Texas Military Institute et a joué linebacker dans l'équipe de football. Il était si bon qu'il a obtenu une bourse pour Sul Ross State University où il prévoyait d'étudier l'anglais et de continuer à jouer au football. À 18 ans, il mesurait 6 pieds 3 et pesait près de 300 livres, et il grandirait encore plus au fil des ans. Mais c'est un coup du sort qui a tout changé. Le club de théâtre de l'école avait besoin de quelqu'un d'assez fort pour déplacer de lourds accessoires factices pour une production d'arsenic et vieilles dentelles. Dan correspondait parfaitement au job. Puis quelqu'un a suggéré qu'il prenne un petit rôle en tant que Teddy Brewster, le neveu excentrique des tantes meurtrières de la pièce. Ce seul moment sur scène a changé sa vie. La réaction du public, l'énergie, le sentiment d'être vu, cela l'a captivé complètement. Il a changé sa majeure d'anglais pour théâtre et n'a jamais regardé en arrière. Après avoir obtenu son diplôme, il a refusé des offres pour jouer au football professionnel et s'est dirigé vers l'Est pour poursuivre un rêve qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Il a travaillé dans des théâtres d'été et de répertoire, construisant lentement son art jusqu'à décrocher un petit rôle à Broadway dans Le Roi Lear. C'était le début de quelque chose de plus grand, bien que le chemin prenne une détour qu'il n'avait jamais prévue. À la fin de 1950, Dan Blocker a été enrôlé dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Il a suivi l'entraînement de base à Fort Polkin, Louisiane, suivi de 9 mois d'entraînement à Sapporo, au Japon. De là, il a été envoyé en Corée, servant dans la compagnie F, bataillon 179e régiment de la 45e division d'infanterie. Au moment où son service s'est terminé, il avait atteint le rang de sergent. Son unité était stationnée près de la ligne Jamestown, près de Chorowan, une zone qui fait maintenant partie de la Corée du Nord. En mars, ils ont été impliqués dans des combats intenses à un endroit appelé Outpost Erie. Puis, le 25 mai, leur patrouille est tombée directement dans une embuscade communiste loin derrière les lignes ennemies. En infériorité numérique et coincés, les Américains ont choisi de se battre. Quand un soldat était blessé et pris près d'un feu nourri, Blocker a tenu sa position pendant plus de 4 heures, ripostant contre des mitrailleuses, des mortiers et des armes légères. Ces actions ont tenu l'ennemi à distance, même si le soldat blessé n'a pas survécu. Les combats ne se sont pas arrêtés là. De mi-juin jusqu'à la fin du mois, son unité a bataillé à Erie, Old Baldy et Pork Chop Hill avant de défendre Hill 223. Après 209 jours consécutifs en première ligne, la division a enfin été retirée en juillet. Blocker, qui agissait en tant que premier sergent, s'est retrouvé hospitalisé pour des blessures subies pendant le combat. On lui a attribué le mérite d'avoir sauvé la vie d'autres membres de son unité et il a été renvoyé chez lui en août 1952. Un des hommes qui ont servi sous ses ordres, Gordon Apps, a plus tard parlé du sergent Blocker avec un profond respect. Il l'a décrit comme fort, athlétique, bruyant dans la meilleure des façons, amical avec tout le monde et un leader naturel. Il a dit que Blocker pouvait écraser une canette de bière entre 2 doigts et trouvait encore le temps de veiller sur chaque homme sous son commandement. Cette même année, Dan épousa Dolphia Parker. Avec une nouvelle famille et une responsabilité croissante, il retourna à l'université et obtint un master en art dramatique. Peu après, avec une famille grandissante à supporter, des jumelles Debra Lee et Dana Lynn et des fils David et Dirk, il prit l'emploi d'enseignant d'anglais et de théâtre au lycée à Sonora, au Texas.
horrible est la mort tragique de Dan Blocker et de sa femme. En 1972, Dan Blocker est retourné aux États-Unis pour commencer le travail sur ce qui deviendrait la dernière saison de Bonanza. Mais quelque chose n'allait pas. Ceux autour de lui pouvaient le voir. Blocker se sentait faible, épuisé, inhabituellement fatigué. Le grand homme, qui avait autrefois semblé indestructible, n'avait plus son énergie habituelle. Inquiet, il est allé à l'hôpital où les médecins ont découvert que sa vésicule biliaire devait être enlevée. La procédure elle-même était considérée comme routinière. Une cholécystectomie était et est toujours l'une des chirurgies les plus couramment pratiquées en Amérique. Des millions la subissent chaque année. Il n'y avait aucune raison de croire que quelque chose irait mal. Blocker avait enduré des situations bien plus dures dans sa vie, y compris des combats en Corée. Comparé à cela semblait gérable. L'opération semblait s'être bien passée. Ensuite, Blocker croyait qu'il était enfin libéré de la douleur des calculs biliaires qui l'avaient tourmenté pendant des années. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un sentiment de soulagement. Il a été renvoyé chez lui pour récupérer, optimiste quant à son retour au travail et à la fin de la saison. Puis, seulement des heures plus tard, tout a changé. Blocker est soudain devenu étourdi. Il s'est plaint d'une douleur sévère. Alarmée, sa femme Dolphia l'a ramené d'urgence à l'hôpital. Il n'en est jamais ressorti. Plus tard ce jour-là, Dan Blocker est mort d'une embolie pulmonaire. Un caillot de sang avait voyagé jusqu'à ses poumons, bloquant une artère majeure. La mort a été soudaine, inattendue, dévastatrice. Un moment, il était vivant et planifiait son avenir. Le suivant, il était parti. Dan Blocker n'avait que 43 ans. Le choc s'est propagé instantanément. Sa femme a perdu son partenaire, 4 enfants ont perdu leur père. La distribution de Bonanza a perdu un frère. Michael Landon et Lorne Green, ses amis les plus proches, étaient brisés. Et des millions de fans autour du monde luttaient pour comprendre comment quelqu'un qui semblait si solide, si permanent, pouvait disparaître du jour au lendemain. Au sommet de sa carrière, au sommet de sa vie, après que Dan Blocker soit mort si soudainement, Dolphia a fait face à un carrefour. Elle aurait pu rester sous les projecteurs, elle aurait pu donner des interviews, elle aurait pu transformer la gloire de son mari en sa propre plateforme. Elle n'a choisi rien de tout cela. Au lieu de cela, Dolphia s'est complètement éloignée des projecteurs. Elle s'est concentrée sur l'éducation de leurs enfants, protégeant leur vie privée, préservant la mémoire de Dan avec dignité. Elle ne s'est jamais remariée, elle n'a jamais cherché l'attention. Elle n'a jamais essayé de réécrire l'histoire. Elle a vécu tranquillement et délibérément, tout comme elle et Dan l'avaient toujours préféré. Parce que Dolphia évitait les médias si complètement, beaucoup de ce qui est connu sur ces dernières années reste vague. Et c'était exactement comme elle le voulait. La paix comptait plus pour elle que la curiosité publique. Avec le temps, elle est décédée tranquillement elle aussi, laissant derrière elle des enfants et des petits-enfants qui portaient en avant les valeurs que elle et Dan avaient vécues. Pourtant, peu importe à quel point son emploi du temps devenait épuisant, Blocker n'arrêtait jamais d'essayer d'être présent en tant que père. À la maison, il était exactement ce que vous pourriez s'imaginer, un homme massif avec un côté joueur encore plus grand. Pesant environ 260 livres, il utilisait sa taille non pour intimider, mais pour faire le clown. Après de longues journées sur le plateau, il franchissait la porte d'entrée en poussant joyeusement ses fils pour être le premier à atteindre leur circuit électrique de voiture de course. C'était ridicule, c'était enfantin, et c'était du pur Dan Blocker. Cette obsession ridicule pour les courses de voitures jouets révélait quelque chose d'essentiel chez lui. Sous le cadre imposant et la voix tonitruante se trouvait un homme qui n'avait jamais perdu son sens du jeu. Un homme qui savait être sérieux quand nécessaire, mais qui comprenait aussi la valeur du rire. La maison des Blocker reflétait cet équilibre. Oui, ils avaient une piscine. Oui, leur allée abritait de belles voitures. Parker conduisait une Cadillac 1963. Dan avait une toute nouvelle Corvette Stingray. Mais rien de tout cela n'était pour frimer. Il n'y avait pas de statue de marbre, pas de portail plaqué or, pas d'excès hollywoodien. C'était une maison familiale. Et peut-être le détail le plus révélateur de tous était le cercle social de Dan. Au lieu de s'entourer d'acteurs célèbres et de puissants de l'industrie, Blocker restait proche des gens qui l'avaient connu avant que la gloire n'arrive. D'anciens enseignants, de vieux amis du Texas, des gens qui se souvenaient de lui comme d'un jeune homme réfléchi et studieux, bien avant que l'Amérique ne le connaisse comme Hoss Cartwright.
Lui et Parker restaient loin des grandes fêtes hollywoodiennes. Toute cette scène n'était pas pour eux. Ils n'étaient pas à la poursuite de connexions ou à frotter des coudes avec les bonnes personnes. Ils préféraient les soirées tranquilles, les visages familiers et les conversations qui signifiaient vraiment quelque chose. La gloire a peut-être changé la façon dont le monde voyait Dan Blocker, mais elle n'a jamais changé qui il était. Au lieu de se plier pour s'adapter à la vie de célébrité, il s'en est simplement éloigné. Pas de communauté fermée, pas de manoir caché dans les collines, il a fait ses valises et a déménagé dans un autre pays. Blocker a pris la décision remarquable de relocaliser sa famille à Lugano, en Suisse. L'idée n'est pas venue d'un accord commercial ou d'une stratégie fiscale. Elle a commencé avec quelque chose de simple et presque poétique, un magazine. Blocker était un lecteur assidu de National Geographic et un article particulier sur les régions lacustres du nord d'Italie et du sud de Suisse l'a arrêté net. Page après page de montagnes, d'eau et de vieilles villes européennes a remué quelque chose de profond en lui. Il avait déjà visité l'Europe une fois avec sa femme, Dolphia Parker, et après avoir vu ses photographies, il lui a dit que s'il revenait un jour, il devait absolument voir cette région lacustre. Des années plus tard, ils l'ont fait. En 1970, la famille Blocker a voyagé à travers la Suisse et le nord d'Italie, visitant des endroits comme le lac de Côme, le lac Majeur et enfin Lugano. Et quelque part au cours de ce voyage, quelque chose a cliqué. Lugano ne semblait pas seulement beau, il semblait juste. Blocker dirait plus tard que c'était l'endroit le plus joli qu'il ait jamais vu. Plus important encore, il semblait être chez lui. La ville offrait quelque chose que Blocker avait désiré pendant des années, la paix. Pas de foule, pas de chasseurs d'autographes, pas d'inconnus lui attrapant le bras dans les épiceries. Juste des rues tranquilles, de l'air de montagne et un rythme de vie plus lent. Les pièces pratiques se sont mises en place rapidement. La famille a trouvé une école américaine à Lugano pour les enfants. Les enfants ont commencé à apprendre de nouvelles langues. L'Europe est soudain devenue leur jardin étendu, avec les pays voisins à un court trajet en train. En 1970, la décision était prise. Les Blocker commençaient un nouveau chapitre en Suisse. Blocker avait encore des obligations aux États-Unis. Bien sûr, Bonanza était l'une des plus grandes émissions de l'histoire de la télévision, et il restait engagé envers elle. Mais son plan était simple. Quelles que soient les périodes où il n'était pas en train de tourner activement, il retournait en Suisse pour être avec sa famille. Pour lui, le déménagement n'était pas une question d'évasion, c'était une question de préservation. Il y a eu des rumeurs immédiatement. Certains supposaient qu'il avait quitté l'Amérique pour des raisons financières. D'autres spéculaient sur les impôts, les investissements ou des accords secrets. Blocker a écarté tout cela discrètement. Bonanza l'avait déjà rendu millionnaire. Vivre à l'étranger signifiait en fait des impôts plus élevés et la complication de la double citoyenneté. Si quoi que ce soit, la Suisse lui coûtait plus d'argent, pas moins. L'argent n'était jamais le but. Ce qui l'attirait vraiment, c'était le calme, l'anonymat, la chance de marcher dans la rue comme un homme normal. Il y avait aussi un petit détail presque humoristique qui jouait en sa faveur. Bonanza était diffusé à la télévision suisse, mais seulement en allemand. Et dans le sud de la Suisse, où l'italien était la langue dominante, très peu de gens regardaient l'émission. Ce qui signifiait qu'à Lugano, Dan Blocker n'était pas Ross Cartwright. Il était juste Dan. Cet anonymat était invaluable. Comme son collègue, star de western, James Arness de Gunsmoke, Blocker n'avait jamais été à l'aise avec la culture de la célébrité. Il n'aimait pas les premières, il ne poursuivait pas les grands titres, il n'avait aucun intérêt à devenir une personnalité hollywoodienne. Il voulait une vie, une vraie. À Lugano, il l'a trouvée. Il pouvait se concentrer sur être un mari, un père, un citoyen privé. Il pouvait regarder ses enfants grandir sans que les caméras et les coudes n'intrusionnent constamment. Il pouvait s'asseoir dans un café sans être interrompu. Il pouvait respirer. C'était à des mondes distants des sentiers poussiéreux du Ranch Ponderosa, à des mondes distants des plateaux et des lumières studio. Et cette distance comptait, parce que tandis que des millions de personnes voyaient Dan Blocker comme un cow-boy imposant chaque dimanche soir, l'homme lui-même choisissait silencieusement une identité très différente. Non pas comme star, non pas comme icône, mais comme un mari qui aimait sa femme, un père qui voulait la normalité pour ses enfants, et un gentleman réfléchi qui voulait simplement un peu de paix dans un beau coin du monde. La Suisse lui a donné cela, et pour Dan Blocker, cette vie tranquille signifiait plus que n'importe quelle quantité de gloire. La fin.